Bonjour, bienvenue à tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, excellent. Je vois beaucoup de pouces levés, donc c'est bon signe. Bonjour, bienvenue à ce lancement du dernier ouvrage qui a été dirigé par Anne-Marie Daou, Transnational Marriage and Partner Migration, Constellations of Security, Citizenship and Rights. Je suis Paul May, j'enseigne au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal depuis 2019. Et c'est moi qui suis chargé, avec grand plaisir d'ailleurs, d'animer cet événement aujourd'hui. Le livre d'Anne-Marie est consacré à l'analyse du processus de réunification familiale. Il faut savoir que c'est un sujet brûlant d'actualité dans les études migratoires. Son livre montre que les conjoints et les conjointes de nationalités différentes qui souhaitent se retrouver, qui souhaitent vivre ensemble, font l'objet d'une surveillance de plus en plus accrue de la part de l'État. C'est un ouvrage qui est tout récent, il est paru le 11 février dernier à Rutgers University Press, et c'est cet ouvrage donc, dont nous allons discuter aujourd'hui. Pour l'organisation de cet événement, je tiens aussi à remercier Camille Rangère et Virginie Hébert pour leur aide et leur appui logistique et organisationnel. Sans ces deux personnes, il n'aurait pas été possible d'organiser l'événement auquel nous assistons aujourd'hui. Un mot sur l'organisation de la conférence, justement. On est ensemble, donc il est 12h40. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On va débuter par une présentation d'Anne-Marie Daou. Comme vous le savez, ma collègue Anne-Marie Daou est professeure au département de sciences politiques de l'UQAM et c'est elle qui a dirigé cet ouvrage collectif. Elle va donc résumer les principaux aspects du livre, elle va souligner les contributions majeures et elle va souligner également ce qui démarque son ouvrage par rapport à la littérature sur le sujet. Donc, elle va faire une première intervention pendant environ une vingtaine de minutes. Et son intervention sera suivie par deux autres interventions de 15 minutes chacune. Une première intervention sera effectuée par Laura Odasso. Elle s'intitule « Les courtiers de l'intimité, les frontières fragiles de l'activisme pour les couples binationaux hétérosexuels et homosexuels en France ». Laura Odasso est chercheuse à la chaire Migration et Société du Collège de France. Elle est également affiliée à l'Institut Convergence Migration à Paris. Sa recherche se situe à la croisée de la sociologie de la migration familiale, de la sociologie juridique et également des études raciales. Elle explore dans ses travaux les plus récents l'intersection entre les politiques migratoires et l'intimité des exilés. En ce qui concerne ses publications, elle a récemment édité avec Aurélie Philo-Chabot Faire et défaire les liens familiaux, usages et pratiques du droit en contexte migratoire. Et cet ouvrage est paru aux presses universitaires de Rennes. La seconde intervention sera effectuée par Audrey McLean. Elle s'intitule Love Triangle, Nation, Spouse and Citizen. Audrey McLean est professeure de droit, titulaire de la chaire Rebecca Cook en droit de la personne et directrice du Centre de criminologie et d'études socio-juridiques de l'Université de Toronto. Ses intérêts de recherche portent sur le droit de la migration, sur le droit des réfugiés et sur la citoyenneté. Et plus spécifiquement, elle s'intéresse au programme de parrainage privé des réfugiés au Canada. De 2004 à 2006, Audrey a été membre de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Elle a été également boursière de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau en 2017 et boursière également de l'Institut canadien de recherche avancée dans le cadre du programme Boundaries, Membership and Belonging. Donc, une première présentation d'une vingtaine de minutes par Anne-Marie. Ensuite, Laure et Audrey vont prendre la suite. Et puis finalement, ce sera à moi de prendre la parole. Je ferai quelques commentaires généraux sur l'ouvrage. Et puis, j'ouvrirai la période des questions. Ici, j'insiste sur un point. On tient à laisser la possibilité aux personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui de leur laisser la possibilité de pouvoir poser des questions, effectuer des commentaires. Et donc, les questions peuvent être à la fois en français et en anglais. Et évidemment, elles peuvent être adressées à une des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Sans plus attendre, donc, étant donné qu'on a déjà quelques minutes qui se sont écoulées, je vais laisser la parole à Anne-Marie pour sa présentation de son ouvrage. Il me semble, Anne-Marie, que tu as un document PowerPoint à partager avec nous.
Oui, merci Paul. Donc, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir choisi d'être là ce midi pour m'accompagner dans le lancement de mon livre. Je vois des collègues, Olivier, Michael, Maya, des amis, des membres de ma famille aussi. Je sais que vous êtes tous et tous très sollicités, alors ça me touche d'autant plus que vous preniez le temps d'être là aujourd'hui pour m'écouter, mais surtout en fait pour écouter nos deux conférencières, Audrey et Laura, qui vont nous parler d'enjeux touchant au processus transfrontalier de réunification familiale. Pour mon 20 minutes officiel de présentation, je vous propose de procéder en 3 temps. Donc, d'abord, je vais parler un peu de mes questionnements qui sont à la genèse de ce livre-là et du processus qui a mené à sa publication. Par la suite, j'ai élaboré un peu sur le défi multi- et interdisciplinaire qui a été posé par l'ouvrage et surtout sur l'importance du concept de constellation pour y répondre. Et enfin, je vais conclure en vous présentant un peu plus en détail le contenu du livre, qui est vraiment le résultat d'une démarche collective et aussi une démarche de ce qu'on appelle en anglais un slow feminist scholarship ou une démarche de recherche féministe lente en bon français. Depuis que j'ai commencé mes études supérieures, je dirais qu'il y a toujours un questionnement central ou un enjeu à tout le moins qui m'habite. Ça peut sembler une question simple, mais comme vous le savez, il faut se méfier des questions simples. Et ça va un peu comme suit. Pourquoi, encore aujourd'hui, l'État se soucie de nos relations personnelles? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut bien faire à l'État quand on y pense, avec qui je me marie, avec qui je partage ma chambre à coucher? Qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est quoi mon orientation sexuelle? Quand on voit que l'État passe en entrevue des couples internationaux, quand on voit que dans des pays comme la Belgique, par exemple, on estime que 20 de tous les mariages impliquant un ressortissant étranger font l'objet d'une enquête policière. Quand on voit qu'en 2022, il y a des places comme l'État de la Floride qui va adopter une législation qui interdit toute instruction relative à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre entre la maternelle et la 3e année du primaire. Ou encore quand on voit qu'une politique étrangère d'aide au développement peut être conditionnelle à la promotion de programmes d'abstinence sexuelle, mon réflexe à moi, c'est pas de me dire bon, c'est particulier, c'est le résultat d'un gouvernement particulièrement xénophobe ou homophobe, ou le résultat d'un gouvernement qui est particulièrement conservateur. Mon réflexe à moi, c'est de me demander, mais pourquoi en premier lieu ces choses-là préoccupent-elles l'État? Il y a pas mal de choses pressantes à s'occuper dans le monde, je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, comment ça se fait comment on peut comprendre que l'État mette du temps, mette de l'énergie, mette de l'argent sur ces choses-là? Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'État, sur les relations internationales? Bon, évidemment, on ne peut pas tout étudier. Et pour moi, le contrôle des mariages transnationaux, ça correspondait à une porte d'entrée idéale pour aller au cœur de cette réflexion-là, autant de manière théorique qu'empirique, évidemment, pour examiner ce que d'autres avant moi, comme Spike Peterson, ont appelé la géopolitique de l'intimité. Je viens de parler de relations internationales, je viens de mentionner le mot géopolitique de l'intimité. C'est clair que de parler de mariages transnationaux et de relations internationales, voire de géopolitique, ça semble un peu contre-intuitif pour la plupart des gens qui étudient dans ces deux domaines-là traditionnellement. Pour ma part, c'est mes études de bac en histoire et mon intérêt pour les études féministes qui m'ont amené à adopter ce que je dirais un certain scepticisme face à ce qu'on appelle l'histoire avec un grand H, si vous voulez, ou aux relations internationales telles que définies classiquement comme correspondant au domaine de politique étrangère entre les États. Parce que bien souvent, le rôle des femmes est passé sous silence et complètement oublié, mais aussi on oublie à quel point c'est souvent les relations très humaines et très personnelles qui vont souvent façonner la conduite des États et le cours de l'histoire. Et c'est peut-être un peu pour prouver cette dernière intuition-là que l'ouvrage, en fait, débute avec une anecdote assez extraordinaire, je trouve, sur laquelle je suis tombée pendant mes recherches et qui concerne un des documents les plus importants de l'histoire des droits humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En m'intéressant à la mobilité transnationale, c'est surtout l'article 13 de ce document-là qui m'a retenu mon attention, qui m'a interpellée. Donc, l'article 13 qui se dit comme suit: toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Donc, avec l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, c'est vraiment une étape décisive qui a été franchie pour garantir la liberté de mouvement des hommes et des femmes du monde entier. La célèbre Commission des droits de l'homme des Nations unies, qui était présidée par Eleanor Roosevelt de 1946 à 1948, avait réussi à faire rédiger et proclamer la déclaration en 2 ans. Mais en fait, en pleine guerre froide, ce n'est pas le sort des milliers ou des millions de citoyens, en fait, qui fuyaient les feux destructeurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'était pas la création récente de l'État d'Israël. Et c'était encore moins l'escalade de la violence au Cachemire, donc toutes des dates importantes de cette époque, qui ont conduit à ce jalon historique dans l'histoire des droits de l'homme. Non. En fait, c'est la question apparemment mineure et somme toute relativement banale de l'octroi de visa de sortie à plus ou moins 1000 épouses soviétiques de maris américains, canadiens, britanniques et hollandais qui a attiré l'attention dans le domaine naissant des droits de l'homme. En fait, les recherches que je mène là-dessus avec mon collègue et ami Olivier Barsalou, qui est avec nous aujourd'hui, montrent en fait que l'article 13 est le résultat direct du refus persistant de l'État soviétique à fournir des visas de sortie aux épouses russes du personnel diplomatique et du bloc militaire, et des militaires du bloc occidental. Le délégué soviétique a expliqué au Conseil économique et social de l'ONU en 1948, à ce moment-là, que le refus de laisser sortir du pays les épouses étrangers était fondé uniquement sur des préoccupations de sécurité nationale. Il expliquait que, et je cite, « Les étrangers envoient leurs ressortissants pour recruter des agents, notamment parmi nos femmes. Dans certains cas, le gouvernement doit refuser aux épouses la permission de rentrer chez elles avec leur mari pour des raisons de sécurité. » En fait, la question était tellement préoccupante qu'elle a finalement mené à une rencontre de l'Assemblée nationale générale des Nations unies le 25 avril 1949 et qui s'est même terminée par l'adoption d'une résolution indiquant que le refus de l'Union soviétique de permettre aux femmes russes de rejoindre leur mari à l'étranger constituait une violation de la Charte des Nations unies, rien de moins. Bon, et évidemment, on pourrait peut-être rejeter cette petite histoire oubliée des épouses soviétiques comme peut-être une curieuse bizarrerie de la guerre froide, quelque chose, un espèce d'artefact. Ou bien, on pourrait peut-être exercer notre curiosité féministe et essayer de découvrir qu'est-ce que cet incident-là nous révèle sur la géopolitique intime, sur l'enchevêtrement des affaires de l'État et des affaires du cœur lorsqu'il s'agit de mariage et de migration transnationale. En fait, ce n'est pas anodin que l'ensemble du débat ait eu lieu alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme était en cours de rédaction. En fait, pour moi, cette histoire-là capture la tension innée avec laquelle on jongle encore aujourd'hui entre l'idée normative d'un droit à la famille ou à la vie familiale en tant qu'individu, les droits transnationaux et la prérogative souveraine des États dans la gestion des frontières. Parce que pour toute personne qui a prêté un tant soit peu d'attention au débat contemporain entourant le regroupement familial au cours des 20 dernières années, la défense mobilisée par l'État soviétique peut sembler étrangement familiale. Les objections du délégué soviétique au processus de regroupement familial, au motif que dans les autres pays, les épouses soviétiques seraient soumises à l'exploitation en tant qu'esclaves de cuisine, font certainement écho au discours contemporain sur les femmes immigrantes piégées par les traditions, incompatibles avec le style de vie et les valeurs nationales de leur nouveau pays d'origine. Les condamnations britanniques de la politique soviétique, qualifiées en 1948 de rien de moins que du sadisme et de nationalisme devenu fou, comme coupant court à la disposition instinctive des hommes et des femmes à tomber amoureux, à se marier et à fonder un foyer ensemble, touchent également une corde sensible. Mais cette fois, les plaidoyers émotionnels qu'on entend aujourd'hui n'émanent pas uniquement des représentants de l'État. Ils ont été récupérés par plusieurs organisations non gouvernementales, des ONG, et par des acteurs et actrices politiques pour condamner les politiques restrictives d'États comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, qui imposent, eux, des restrictions au regroupement familial. Et ces restrictions, comme on le voit dans les différents chapitres du livre, vont à des exigences de revenu minimum jusqu'à des pratiques de détention. Parce que ces enjeux rencontrent des échos contemporains aujourd'hui, l'ouvrage étudie la manière, ou les manières plutôt, dont les processus de réunification familiale impliquant des conjoints et des conjointes sont devenus l'objet d'un examen étatique intense et le lieu d'intervention politique soutenu dans plusieurs États.
comme en témoigne l'adoption en 2018 du Pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. La sécurité est devenue, en fait, le cadre privilégié à travers lequel les responsables étatiques, politiques et les décideurs évaluent désormais les processus migratoires et où ici la sécurité est comprise comme étant ou relevant de la gestion de risque. Tout au long du livre, les contributrices mettent l'accent sur le fait que les relations conjugales transnationales devraient être analysées comme faisant partie d'un processus de gouvernementalité. Donc, ce processus de gouvernementalité, au sein duquel des relations spécifiques et leurs manifestations émotionnelles attendues deviennent des motifs qualitatifs de participation, de contrôle, mais aussi d'inclusion et d'exclusion politique. Ce cadre théorique de gouvernementalité, même si le mot sonne très compliqué, en fait, ça soulève les questions cruciales suivantes qui guident les interventions du livre. Quelles sont les formes d'attachement, que ce soit envers la famille, la nation ou des individus spécifiques, sont devenues un problème ou un risque à gérer? Comment ces préoccupations-là se traduisent-elles en politique concrète? Et avec quelles conséquences pour celles et ceux qui en sont affectés en termes de droits et d'accès à la citoyenneté? En fait, qui doit être contrôlé et faire l'objet d'une surveillance? Qui est considéré comme risqué et pourquoi? Donc, ultimement, la question, c'est de savoir qui ou quoi suscite des soupçons quant au danger ou au risque potentiel pour la sécurité. Et qu'est-ce qui peut être fait, au fond, pour les contrôler et les surveiller? Vous l'aurez compris, l'objet d'étude, le spectre d'enjeux qu'il couvre et son caractère un peu non conventionnel pour une perspective de relations internationales faisant en sorte que pour moi, un seul regard disciplinaire me semblait nettement insuffisant pour répondre à toutes ces questions-là. L'ouvrage regroupe donc des contributions qui proviennent des chercheuses, selon moi, les plus établies et les meilleures chercheuses émergentes aussi, qui travaillent sur les mariages transnationaux. L'ouvrage va donc finalement recouper au moins 8 disciplines différentes. Donc, les chapitres que vous voyez dans l'ouvrage vont de la science politique, inclut le droit, l'histoire, l'anthropologie, la criminologie, la sociologie, la linguistique et les études de femmes et du genre. Donc, l'ouvrage se distingue, je vous dirais, par son orientation qui est vraiment multidisciplinaire et surtout son approche relationnelle de la migration des couples et des partenaires. Une approche qui prête attention aux dynamiques qui existent au sein d'une constellation qui serait formée par les 3 concepts clés que j'ai identifiés, donc qui sont la sécurité, la citoyenneté et les droits. Je vous ai déjà résumé brièvement la conception de la sécurité avec la gouvernementalité que j'ai privilégiée dans l'ouvrage. En ce qui concerne les enjeux de citoyenneté et de droit, je pense qu'il est bon de rappeler que toutes les revendications de droit aujourd'hui sont fondées sur la citoyenneté. Mais comme les spécialistes des études sur la citoyenneté l'ont relevé, la citoyenneté ne se limite pas uniquement aux questions relatives à l'acquisition d'un statut juridique formel. On constate en effet une augmentation de politiques qui sont de plus en plus sélectives plutôt que simplement restrictives et qui créent plutôt une hétérogénéité de statuts de non-ressortissants qui ne sont pas citoyens. Donc, au-delà du statut juridique aussi, la citoyenneté peut aussi être pensée en termes d'appartenance, ce qui nous invite donc à ne pas limiter la question de l'insécurité à la simple impossibilité d'acquisition d'un statut juridique formel. Dans le livre, j'élabore beaucoup sur pourquoi penser ces termes de sécurité, citoyenneté et droit comme une constellation est importante. L'utilisation du terme de constellation a initialement été introduite par Walter Benjamin de l'École de Francfort, mais pour moi, je trouvais que c'était utile pour relever l'un des défis importants en fait, du travail multidisciplinaire et interdisciplinaire, à savoir trouver un langage commun pour discuter de questions similaires, parce que certains concepts trouvent un écho différent d'une discipline à l'autre. Ce n'est pas suffisant de dire on va parler de sécurité et de droit. Qu'est-ce que ça signifie d'une discipline à l'autre? N'a pas les mêmes implications nécessairement. Tout d'abord, d'un point de vue multidisciplinaire, la constellation s'avère être une métaphore utile pour capturer une approche relationnelle entre les concepts sans prendre aucun d'eux pour acquis. Ça permet aussi d'identifier les différentes dynamiques et les espaces qui sont créés par les relations entre les personnes, les objets et les lieux.
Le concept de constellation implique aussi que les différents termes qui sont étudiés ne sont pas des concepts qui sont prédéterminés, qui sont supposés avoir une essence préétablie à tester. Par exemple, les technicités juridiques qui peuvent être associées à des termes comme droit peuvent souvent échapper aux politologues ou aux sociologues. De même, le mot sécurité peut évoquer les spectres de la militarisation et de la sécurité nationale pour les juristes, alors que pour ceux qui sont et celles qui sont spécialistes des études critiques de la sécurité, le terme peut évoquer un éventail de pratiques qui va de la survie physique aux pratiques de surveillance banale qui impliquent la gestion de la mobilité transfrontalière. Donc, penser les relations existantes entre la sécurité, la citoyenneté et les droits, analysées comme une constellation spécifique, offre l'avantage de réfléchir à la manière dont chaque concept est lié à un autre. Plus encore, ça attire l'attention sur la manière dont les rapports entre les concepts dépendent également du regard situé de chaque personne. C'est important parce que pour être reconnues comme telles, les constellations dépendent aussi de leur relation avec le spectateur. Comme chaque contributrice de l'ouvrage se situe dans son champ disciplinaire respectif, que ce soit le droit ou la sociologie, par exemple, son point de vue a des implications analytiques qui influencent ce qui est observé, qu'est-ce qui est vu ou qu'est-ce qui n'est pas vu, et surtout à travers quelle lentille. C'est son propre regard situé qui contribue à faire de la constellation ce qu'elle est à partir d'un point de vue spécifique. Donc, la façon dont la sécurité, la citoyenneté et les droits importent et deviennent importantes, ça ne peut pas être dissocié du point de vue de la personne qui évalue ou qui regarde la constellation. Donc, sachant ça, ce n'est pas étonnant que, bien que provenant de différentes perspectives disciplinaires, toutes les contributions de l'ouvrage vont se pencher sur les questions identitaires, les questions de racialisation, de genre, de sexualité, de classe, juste pour citer quelques-uns des marqueurs identitaires possibles, qui vont prendre de l'importance lorsqu'on réfléchit à la migration des partenaires et des conjoints-conjointes. Je vous ai présenté un peu l'appareillage conceptuel qui a guidé le livre. Je voudrais prendre les quelques minutes qui me restent un peu pour vous présenter l'ouvrage, donc les contributions de chaque personne. L'ouvrage, en fait, est divisé en 4 sections et chacune d'elles aborde une dimension spécifique qui est liée au contrôle et à la régulation des relations transnationales. La première section que vous voyez ici donc, porte sur l'histoire et les héritages de la gestion de la migration de mariage. Il y a plusieurs analystes qui couvrent des domaines aussi variés que le droit, l'histoire et les théories féministes et queer, qui ont depuis longtemps démontré comment le contrôle de la sexualité a été au cœur des préoccupations de l'État et que c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié des préoccupations raciales et des politiques de citoyenneté. Donc, loin d'être une simple décision privée, le mariage implique des revendications communautaires qui peuvent être accueillies favorablement ou non par l'État. Les préoccupations et les politiques de l'État ont pu différer historiquement de celles d'aujourd'hui, ça j'en conviens, mais l'établissement et la garantie d'un certain ordre, quel qu'il soit, en particulier un ordre racial, semble être une constante. Donc, dans son chapitre, Betty DeHart documente la manière dont la catégorie de mariage de complaisance a historiquement évolué au 20e siècle pour servir les objectifs de construction de la nation néerlandaise. Grâce à une analyse juridique et discursive, elle documente des dispositions légales qui ont permis de réglementer le mariage de la citoyenneté et celles qui ont été appliquées ou non. Saskia Bonjour et Massilia Ouraba, quant à elles, se livrent à un court exercice historique pour retracer l'évolution des normes familiales et de genre dans les débats parlementaires français sur la migration familiale, et ça va des années 70 jusqu'aux années 90. Ce regard sur les débats parlementaires passés illustre comment la relation entre la sécurité, la citoyenneté et les droits est mobilisée dans le but de réguler l'appartenance à l'État français. Enfin, la contribution de Ji Young Yu remet en question les récits historiques conventionnels qu'on peut avoir sur les mariages de celles qu'on appelait les picture brides au tournant du 20e siècle et les war brides des années 40 et 50 aux États-Unis. Souvent prises entre deux empires, comme elle dit, donc les États-Unis, le Japon, la Chine, les récits de ces femmes-là nous donnent un aperçu des significations qu'elles attachent à leur propre processus migratoire. La deuxième section du livre, elle, porte sur la stratification des droits et les effets intersectionnels de la gestion contemporaine des mariages transnationaux.
Les régimes juridiques et la législation font évidemment partie des relations de pouvoir, en plus de les produire. Ils établissent des cadres pour ce qui est possible ou impossible, permissible ou impermissible. Pourtant, la manière dont ils sont déployés et mis en œuvre varie d'un contexte à l'autre. Et aussi, c'est également une chose que d'adopter des politiques et une autre de les voir appliquer. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont ainsi affirmé que la régulation des mariages transnationaux dans le contexte européen est mieux comprise dans un cadre qui met l'accent sur la stratification des droits plutôt que sur la simple négation ou possession de droits. On peut donc se demander si la stratification des droits est une stratégie politique délibérée pour atteindre certaines fins ou si elle ne serait pas parfois le résultat inattendu de pratiques et de législations spécifiques. En examinant les politiques de migration des époux et des partenaires dans 4 pays, soit la Grande-Bretagne, le Danemark, la France et les États-Unis, Eleanor Ray affirme que leur portée et leur impact vont vraiment au-delà de la sphère limitée de la migration des époux et des partenaires. Pour elle, la migration des époux et des partenaires permet en fait des contrôles normatifs sociaux qui sont impossibles à appliquer dans d'autres formes de migration, comme la migration de travail, par exemple. Dans le sillon de l'indignation médiatique qui a été suscité par les politiques de l'administration Trump ciblant le regroupement familial au nom de la sécurité, tout le monde se souvient de ces images d'enfants séparés de leur famille dans des cages. Le chapitre de Kerry Abrams et Daniel Pham examine comment les revendications du droit au regroupement familial reposant sur la morale pourraient être transformées en revendications juridiques. Abrams et Pham fournissent une analyse vraiment minutieuse des difficultés auxquelles les défenseurs des droits des couples sont confrontés lorsqu'ils veulent invoquer des droits constitutionnels pour contester les actions de l'État qui maintient les familles séparées aux États-Unis. Enfin, dans son chapitre consacré au récit de 2 Canadiens d'origine vietnamienne engagés dans des mariages blancs, Grace Tran documente la manière dont ces hommes s'y sont pris pour contourner la sécurisation de la migration de mariage au Canada. En donnant la parole aux hommes engagés dans de telles relations, Tran nous met au défi de repenser ce que nous pensons être des relations frauduleuses et surtout ce qu'elles impliquent. Son chapitre met surtout en lumière la complexité qui sous-tend la décision des participants canadiens vietnamiens de prendre part à ces mariages blancs et surtout la complexité émotionnelle qui est parfois surprenante de ces relations-là. La 3e section du livre, elle, s'intéresse à la manière dont les couples vont naviguer l'état de sécurité. Toutes les collaboratrices de cette section s'appuient sur des entretiens ou des observations participantes pour examiner comment divers acteurs et actrices négocient les points de rencontre entre les couples et l'État et qui jouent un rôle dans la mise en œuvre de constellations spécifiques de sécurité, citoyenneté et droit. Pour ma part, j'analyse comment les avocats, même s'ils cherchent à aider les couples à se réunir, deviennent en fait partie prenante d'une économie morale qui est basée sur une distribution de la confiance et du risque lorsqu'ils vont constituer les dossiers de leurs clients. Manuela Salcedo et Laura Dasso, quant à elles, examinent le rôle joué par 2 associations de défense de la réunification des conjoints et partenaires en France, l'ARDIS et les Amoureux au banc public. Vous aurez d'ailleurs la chance d'entendre Laura vous en parler directement juste après mon intervention. Mika van den Broeke, enfin, documente le rôle clé que jouent les traducteurs en Belgique dans la matérialisation des récits qui deviennent des motifs de confiance ou de suspicion lorsque les bureaucrates examinent les demandes de regroupement des conjoints et des partenaires. Donc, elle examine comment le contenu très chaotique et souvent inintelligible qui est négocié entre le couple, les traducteurs et les bureaucrates est effacé, ce chaos-là est effacé, et plutôt transformé en un récit faisant autorité qui répond aux exigences bureaucratiques d'exactitude et surtout de cohérence spatio-temporelle. Et cet effacement, comme elle le montre, finit en fait par affecter la possibilité de revendication ou de statut juridique de ces couples-là. La 4e et dernière section, en fait, est intitulée Régime affectif néolibéraux, soins, travail et économie. Cette section insiste sur le fait que même si on traite de l'épineuse question de la sécurité et des droits, la migration transnationale des partenaires implique en fait beaucoup plus qu'une bureaucratisation et un contrôle de l'intimité. Elle a un côté et une composante émotionnelle, évidemment.
Et en fait, le travail du CARE met notamment en évidence le fait que le mariage et la migration de partenaires ne peuvent pas vraiment être étudiés indépendamment de la migration de la main-d'œuvre et de l'économie politique. Ils sont au contraire essentiels à la reproduction sociale et aussi nécessaires à l'économie de production. Donc, s'appuyant sur un travail de terrain au Japon avec des immigrants iraniens vivant dans la région métropolitaine de Tokyo et ses environs, Pardis Mahdavi fait la chronique des trajectoires récentes d'hommes et de femmes mariés et célibataires qui réfléchissent à leur parcours. Donc, ancré dans une épicerie iranienne à Tokyo, son essai met en lumière les complexités de la migration à travers le prisme d'individus qui ressentent un sentiment d'immobilité affective qui est paradoxalement concomitant à leur mobilité transnationale et à leur mobilité socio-économique. Rachel Salazar-Parañas, pour sa part, s'attaque à la dichotomie entre amour et intérêt qui imprègne la compréhension occidentale du mariage et qui rend certaines relations moralement suspectes dès le départ. Dans sa contribution, Parañas examine comment les questions d'amour, de soins et d'argent sont liées et ne peuvent pas vraiment être dissociées des questions de sécurité, de citoyenneté et de droit lorsqu'il s'agit de migrantes philippines épousant des citoyens japonais. Parañas décrit diverses relations transnationales impliquant des hôtesses de bar. Et en fait, en donnant la parole à plusieurs Philippines transgenres qui justifient leur décision de se marier à l'étranger, Parañas souligne comment leur décision est fondée en fait sur diverses préoccupations sécuritaires et économiques, allant de la sécurité physique au soutien émotionnel, en incluant aussi une certaine sécurisation de leur propre identité de genre. Leur histoire, conclut-elle, nous rappelle que le fait d'embrasser des notions multiples de l'amour est une façon de relégitimer le mariage parce qu'en fait, ça élargit notre vision des partenariats transfrontaliers vus comme étant légitimes. Enfin, dans son puissant chapitre, Ethne Lubaid nous invite à considérer comment la déportation agit comme l'autre côté qui est nécessaire et incontesté de la mobilité et de l'appartenance contrôlée par l'État. Lubaid soutient que les logiques d'incorporation et de déportation fonctionnent en tandem pour co-construire des possibilités différentielles pour les migrants et leurs conjoints, conjointes ou partenaires. S'appuyant sur la théorie queer, Lubaid se penche spécifiquement sur les États-Unis et leur politique migratoire pour nous montrer comment les relations de pouvoir impérialistes, racistes, capitalistes et hétéropatriarcales imprègnent les politiques de migration des couples et participent à l'État de sécurité américain. Enfin, dans son exceptionnel épilogue, dont elle nous parlera dans quelques minutes, Audrey Macklin nous rappelle que même si les différentes affaires traitées dans le livre concernent d'abord et avant tout le mariage et la migration de partenaires, on ne doit pas perdre de vue le fait que la violence qu'implique le processus d'immigration lui-même le processus d'immigration est en fait en lui-même un processus qui est violent et que ça nous dit des choses sur les limites de la protection de l'État qui peut être octroyée par la citoyenneté. Le livre que vous voyez en fait aujourd'hui, c'est le résultat d'un long processus. Il a débuté en 2014, avant que j'aie mes 2 enfants, avant la pandémie de la COVID, avant le Brexit, avant la présidence Trump. Bref, autant dire que le livre a débuté dans une autre vie. Dès le début, je l'ai envisagé comme un projet de production universitaire féministe lent, je l'ai mentionné au début. Ce que ça veut dire, en fait, derrière cette expression compliquée, ce que ça veut dire, c'était de ne pas se concentrer sur plusieurs projets, plusieurs publications rapides qui permettent d'étoffer des CV, de se faire une réputation. Mais en fait, l'idée, c'était de faire un seul projet qui prendrait le temps qu'il faut pour faire une réflexion qui serait collective, une réflexion qui serait interdisciplinaire et qui nous amènerait là où, clairement, individuellement, on n'aurait pas pu aller. Personnellement, je crois sincèrement que cette approche a contribué à créer de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de s'engager dans la réflexion sur le mariage, la sécurité et la citoyenneté, qui autrement n'auraient pas été possibles. C'est un ouvrage dont je suis vraiment incroyablement fière. Je pense qu'il est d'une qualité remarquable, mais je laisserai aux autres le soin d'en juger, mais que ça reflète aussi tout le talent et l'engagement des collaboratrices à ce projet-là. L'ouvrage est terminé, mais les questions qui l'accompagnent sont évidemment pas réglées pour autant. La guerre en Ukraine et les appels à favoriser la réunification familiale pour les personnes ressortissantes de ce pays, par exemple,
devrait notamment nous amener à être curieux sur cette forme particulière de contrôle de l'immigration et ce que ça dit sur nous et aussi sur l'État. Je vais m'arrêter ici, j'ai parlé trop longtemps, mais merci beaucoup pour votre temps et votre présence et je vais maintenant céder la parole à Laura et à Audrey. Excellent. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette présentation. Laura, je vous laisse la parole. Donc, il est 13h15. Si vous pouvez au maximum essayer de vous respecter le temps qui est imparti parce qu'on voudrait garder un petit moment pour les questions. Merci. D'accord, je vais essayer de partager mon écran d'abord. Je vais essayer de... Normalement, vous voyez mon écran. Ouais, alors je vais peut-être commencer par le début. Alors, bonjour, désolée pour mon retard. Question de changement d'horaire pas comprise. Je suis vraiment ravie de participer aujourd'hui à ces book launch et de vous présenter en fait les chapitres que j'ai coécrits avec Manuela Salcedo. Chapitre qui s'intitule, comme vous voyez sur la slide, Intimacy Broker, the Fragile Boundaries of Activism for Heterosexual and Same-Sex Binational Couples in France. Ce chapitre est le résultat d'une analyse conjointe, d'un travail d'analyse conjointe de nos deux terrains, des recherches, deux ethnographies, des longues durées, en fait, accompagnées par la collecte d'entretien, des récits de vie, l'analyse des textes législatifs, des documents associatifs, et des dossiers des couples qui a été conduite entre 2009 et 2018 dans deux associations qui défendent le droit à la vie familiale des couples franco-étrangers, hétérosexuels et du même sexe en France, respectivement les Amoureux au bain public et l'ARDIS, Association pour la reconnaissance des droits des personnes hétéro-homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour. Ces deux associations ont vu le jour dans une conjoncture politique très particulière. D'une part, lors que les unions binationales ont été associées davantage à la question de l'immigration irrégulière et donc ainsi ont été complètement mises sous les réflecteurs des pouvoirs publics vers la moitié des années 90 et dans les années 2000. Et d'autre part, lorsque le pacte civil de solidarité, le PACS, a été institutionnalisé. L'ARDIS naît en 1998 et les Amoureux bain public en 2007. L'ARDIS naît vraiment de la convergence de la lutte des sans-papiers et de la reconnaissance institutionnelle des unions homosexuelles. Et les Amoureux bain public naissent en concomitance avec la création du ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, véritable symbole d'un moment clé, en fait, de non-retour de la politique migratoire française. De fait, c'est dans les années 2000 que la cause des sans-papiers, qui avait été d'abord cadrée comme une cause liée à la question du travail, commence à être vue comme une cause aussi relative à la vie privée et familiale. Depuis les années 2000, les gouvernements français, du coup, s'en prennent davantage à celle qui va être définie une immigration subie, notamment la migration familiale et celle des conjoints des Français. Cette immigration, qui est d'abord, il faut le rappeler, une immigration de droit, protégée par des conventions internationales et par la même Constitution française, figure parmi les premiers motifs des délivrances d'un titre de séjour en France et opposée dans les discours publics à une immigration qui sera une immigration choisie, notamment l'immigration des travailleurs qualifiés dont la France a besoin, comme si ces deux catégories ne pouvaient pas se superposer ou se mêler de quelque manière. Si ces discours qui incarnent la vision utilitariste de l'immigration n'étaient pas nouveaux en fait dans l'histoire migratoire française, c'est son affichage public pendant les années 2000 qui est nouveau et qui frappe, parce qu'il s'accompagne d'une série de mesures législatives jamais vues auparavant, visant d'abord à contrôler la véracité des couples en amont de leur institutionnalisation, à vérifier les unions contractées hors France en vue de leur retranscription dans l'état civil français, à renforcer
les contraintes administratives et procédurales en vue de l'accès au séjour par vie privée et familiale, du maintien de ce type de séjour et ensuite de l'accès à la nationalité par mariage. Toutes ces nouvelles contraintes sont mises en œuvre par une série de mesures officielles présentes dans les textes de loi et par d'autres mesures plutôt officieuses qu'Anne-Marie Daou a bien définies des technologies de l'amour. En quelques années, donc, du coup, l'arsenal législatif et les pratiques administratives françaises visant les couples binationaux s'est complexifié et devient un véritable appareil de dissuasion, des moralisations et des suspicions. De plus, comme je l'ai pu montrer dans d'autres travaux, la chose intéressante, c'est aussi de réfléchir à ces mesures parce qu'en raison de leur population cible, ont la particularité d'affecter également des citoyens français, ces derniers, soyant-ils d'origine immigrée ou pas, sont des faits englobés dans ces processus de stigmatisation institutionnelle du simple fait d'avoir choisi une relation avec une étrangère. Ce point n'est pas anodin, au contraire, je pense qu'il est bien au cœur de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui et il montre bien à quel point le futur de la nation est associé au choix intime de ses citoyens et des nouveaux venus qui sont des potentiels citoyens à venir. Et comment donc des faits leur vie familiale, sexuelle et affective et les questions liées au genre sont investies par les institutions. La nouvelle situation légale et administrative qui se configure dans les années 2000 en France génère la nécessité des spécialistes capables de traduire pour les couples binationaux concernés ces nouveaux textes et les nouvelles procédures en cours. Et donc d'aider ces couples à surmonter les blocages administratifs inattendus. Ces besoins d'intermédiaires est, selon Thomas Faes, implicite dans les politiques publiques migratoires, dans lesquelles des gaps, des trous, en fait, sont laissés de manière intentionnelle. Et donc, les États mêmes génèrent les besoins des courtiers pour permettre au mécanisme du dispositif migratoire de fonctionner correctement. Or, dans la lignée de cette réflexion, notre chapitre aborde un aspect qui est encore assez méconnu ou peu étudié de la migration affective et familiale, qui est notamment les rôles des intermédiaires du droit et les rapports des pouvoirs, y compris sur les plans affectifs et émotionnels que ce travail d'intermédiation déclenche. Pour combler cette lacune, les chapitres montrent comment les associations que nous avons observées, tout en étant nées avec des objectifs militantes visant à contrecarrer par l'action participante des couples eux-mêmes les nouvelles mesures législatives des années 2000, des faits, au fil du temps, rentrent dans le rouage du dispositif migratoire et agissent en fait comme dans un continuum avec les street-level bureaucrats qui implémentent la loi migratoire en ce moment. De fait, ces associations s'approprient les catégories de l'État pour permettre aux couples de s'en sortir, catégories envers lesquelles auparavant, au moment de leur naissance, étaient vraiment très critiques. Donc, pour le dire autrement, ces associations militantes deviennent des courtiers de la procédure administrative. Et c'est là en raison d'une part d'une hyper-professionnalisation du militantisme, associatif et d'autre part de l'hyperlégalisation des procédures qui donc leur imposent le développement d'une expertise incontournable que les couples de fait leur reconnaissent. Toutefois, ces associations ont une spécificité en plus, disons. Elles sont des courtières de l'intimité parce que le travail que ces volontaires opèrent, de fait, il faut souligner que la plupart, la majorité des personnes qui travaillent pour ces associations sont des volontaires. Ce travail que ces volontaires font part sur la vie affective et intime des couples. Et donc, par ricochet, assure une certaine reconnaissance symbolique, personnelle, fortement au niveau identitaire, pour les aidantes, pour les bénévoles qui font ce travail. Donc, cette intermédiation est ancrée dans les dispositifs migratoires français
et sûrement impacté par les transformations du travail associatif au sein de l'action publique dans le cadre d'une retraite progressive de l'État. Mais pourquoi choisir ces termes de brokers, les termes de courtiers? En fait, ces choix terminologiques, dans ces choix, nous nous sommes appuyés sur deux références qui nous semblaient très importantes. D'abord, les travaux pionniers de Jérémy Bosselin et c'est plus récent de Thomas Page. Ces termes nous semblent en fait en mesure de rendre compte non seulement du travail des médiations et des connexions entre les parties qui est opéré en fait par les associations, mais aussi de la relation des dépendances et des asymétries des pouvoirs qui se profilent entre les différentes parties et notamment entre les couples et les associations. En raison du réseau qui possède et des compétences qui détiennent, ces courtières ont un certain pouvoir sur les attentes des personnes. Selon Gilles Alt, sur le plan des migrations internationales, les courtiers sont des marchands d'espoir qui permettront la traversée des frontières internationales et donc faciliteront les passages sur les routes migratoires. Or, dans notre cas d'étude spécifique, les frontières sont davantage des frontières de type bureaucratique, qui en fait se reconfigurent lors des demandes de visa ou une fois sur les territoires du pays d'installation et représentent et renforcent des hiérarchies de désirabilité et des conformités. Et en fait, les couples y sont confrontés de manière inattendue et régulière depuis des années. Ainsi, donc, tout en défendant les droits de conduire une vie familiale normale, dont on pourra discuter la signification, les associations que nous avons étudiées offrent non pas seulement de l'aide légale, mais elles naviguent une sorte d'économie affective de l'intime qui mêle les expériences et les histoires des couples, la matérialité de cette histoire et des transactions intimes dans la relation d'aide. Donc, dans un contexte de gestion migratoire tendue, où les demandes d'aide de la part des couples, en fait, augmentent de manière sensible tout au cours des années 2000, les volontaires se trouvent à composer entre une grammaire de l'aide militante et une grammaire du réalisme. Et ainsi, dans leur travail quotidien, il y a un risque de routinisation qui conduit à la perte de l'esprit critique qui avait caractérisé la constitution des groupes associatifs eux-mêmes. Dans cette recherche d'efficience, les personnes actives dans les associations nécessitent de devenir de plus en plus experts dans leur domaine. Et de plus, il faut bien penser que les organisations militantes, en tant qu'organisation, quel que soit leur décret d'institutionnalisation, travaillent les individus et sont travaillés par des individus. Donc, dans ce processus de courtage, il se mêle des relations et des interactions complexes et le processus de courtage eux-mêmes n'est pas unidirectionnel, mais il est plutôt bâti sur une double intimité qui articule une constellation des droits, d'émotions, des changements identitaires et des possibles pratiques d'empowerment. En outre, bien que les travail associatifs soient bénévoles, donc qu'aucune contrepartie financière soit prévue pour les experts associatifs, une forme de profit, des tarifs, dirait Bosselin, est tirée de ces relations d'aide. Une sorte de reconnaissance symbolique née de la dépendance qui s'instaure entre les couples, les membres des couples et les bénévoles aidants. Deux cas spécifiques, celui de Joël et de Marie, sont utilisés dans les textes pour raconter cette dépendance et comment, en fait, certains bénévoles, davantage, plus que d'autres, deviennent des figures clés dans les parcours administratifs et dans les parcours de vie des couples, car ils ont le sésame qui permettra aux couples de naviguer les multiples dimensions du droit et des pratiques locales plus ou moins formelles, et ainsi de résoudre leur situation. Ces suivis laissent
par ailleurs une sorte de dette émotionnelle et affective qui peut déboucher sur soit un concret investissement dans les associations, soit dans l'acceptation des témoignés, par exemple lors des différentes campagnes associatives, ou plus simplement sur un sentiment d'affection particulière que ces couples montrent vis-à-vis d'un bénévole ou d'une bénévole spécifique et au plus largement de l'association. Alors, bien que les associations présentent des différences, notamment concernant le sexe des bénévoles et les types de couples qui soutiennent, les spécificités de leur courtage intime sont similaires et nous interrogent sur les dynamiques du militantisme et sur les véritables marges des manœuvres des acteurs associatifs, qui, en tant qu'acteurs contestataires, vient aussi en aide des personnes et donc se retrouve dans des prises dans des difficultés notamment liées aux critères d'usage et à la confrontation des catégories qui sont à la fois des catégories administratives qu'ils aimeraient contester, mais qui se retrouvent à employer de manière quotidienne dans leur travail d'aide et dans leur pratique associative quotidienne. Donc, une analyse plus explicitement intersectionnelle de ce travail s'interpose, notamment sur des questions de racialisation, des classes et d'âge, qui va probablement décliner des nuances par rapport au public de ces deux associations. Et enfin, notre chapitre invite une réflexion sur les temporalités du politique et sur les temporalités à la fois individuelles, des individus qui sont confrontés donc à l'action publique, mais aussi des temporalités de l'action de la société civile. Lorsque, par exemple, certains politiques sont considérés à un moment donné comme particulièrement discriminantes et allant à l'encontre des droits fondamentaux, on note un pic d'action militante qui, petit à petit, s'accommode en fait des mécanismes plutôt présents dans les politiques publiques. Donc, il me semble aussi intéressant d'opérer un parallélisme, un parallèle avec la configuration particulière qui, par exemple, s'est profilée pendant la pandémie de la COVID-19, quand des mesures spécifiques ont été implémentées en France pour certains couples séparés par les frontières, et ces mêmes mesures ont discriminé et été fortement inégalitaires vis-à-vis d'autres typologies de couples. Dans ces contextes, en France, on a à nouveau à assister à une sorte de réactivation du travail associatif militante, notamment avec une série d'actions en justice et notamment des recours face au Conseil d'État. Ces recours étaient inimaginables avant la pandémie. Or, c'est intéressant d'observer qu'est-ce qui se passe dans ces mois pour voir s'il y a à nouveau un processus d'adaptation qui va se déclencher ou si nous assisterons à des changements inattendus aussi dans la situation de crise que nous vivons en ce moment. Merci de votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. On va à présent écouter Audrey McLean pour sa présentation Love Triangle, Nation, Spouse and Citizen. Audrey, the floor is yours. Merci. Je suis ravie d'être ici, de participer à ce lancement. Je ferai ma présentation en anglais. Si vous voulez poser les questions en français, je ferai le meilleur possible de répondre correctement. Let me begin by thanking Anne-Marie for inviting me to be a part of this project. It was one of the great pleasures I have had as an academic. Apart from it being so interdisciplinary, so stimulating, and so genuinely interdisciplinary and transnational, it was just a lot of fun. And there's a lot to be said for that. And I owe a real debt of gratitude to Anne-Marie for including me in this. So thank you.
I was asked to do an epilogue to the book. And so some of the thoughts that I have developed reference different chapters. I'm going to skip over that just for reasons of time here. But know that my reflections are indebted to the wonderful contributions of the authors of the other chapters. In my chapter, what I do is extend their work, I hope, and ask a slightly different question than I think often arises with respect to studies of marriage migration. I asked in my chapter, what does the regulation of family migration and really marriage migration here tell us about what the state thinks about the family as such, that is the family as an institution? And we know generally, we know the state needs the family. The family is a site for the physical and social reproduction, the moral education, economic redistribution in society. We hear that the state loves the family. The state admires the family. The patriarchal family is a model for the state. We know all those metaphors, and indeed, we use them frequently in political theory. So the family is often a metaphor for the nation, the motherland, the fatherland, the homeland. When courts assume a certain jurisdiction over children, they speak about stepping into the shoes of a parent, the parens patriae authority of the court. As Anne-Marie mentioned, you have Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights. Here I'm referencing a different provision, where it says the family is the natural and fundamental unit of societies and entitled to protection by the family and the states. Now, we know that the state does not actually love all families equally. It values them selectively. We know about the oppression and destruction of the families of enslaved people. We know what residential schools in Canada did to Indigenous peoples. And we know that the state doesn't always really love immigrant families, and that's what a lot of attention in migration studies goes to. But rather than look at what the regulation of family migration tells us about how the state thinks about non-citizens or racialized migrants or gender or class, I want to know, what does the regulation of family migration reveal about what the state thinks about the family as such? I don't want to say here that the state hates the family, but I'm going to suggest that it's more complicated than the simple relationship of adoration, admiration, and so on, because it's also a relationship of rivalry. For the same reasons that the state is an attractive metaphor, for the same reason that the family is an attractive metaphor for the state, it is also a potential rival for the affection and devotion of citizens. Love of family competes with love of nation. We know this historically about citizenship stripping of women who marry foreigners. We hear about this from Anne-Marie's example of what happened with the Universal Declaration of Human Rights in relation to the movement of women. There was a fear historically of maternal pacifists who in the language of maternal pacifism, would not send their sons to war. So the state is in some sense in a kind of competitive relationship with the family for the allegiance, the love of the citizen. And this comes up, I think, in various policy choices or policy debates. For example, in Europe, there is tension between what is called family reunification, when people sponsor existing family members to come, and what is called, in European context, family formation, the idea of somebody who's already in a country selecting a spouse or partner from the diasporic homeland. The latter is seen as kind of a threat. The idea that you would choose a spouse from the country of your own origin or your parents' origin is seen as somehow undermining your allegiance to the nation that you live in and the society. We see in Canada a reduction of the proportion of people admitted as family class immigrants over time. And I want to say, in keeping with a quote that Anne-Marie used, that this anxiety that the state has about the family is, I think, driven in part by the fact that the state cannot control who we will have as our kin. And by having family reunification or family admission policies, thereby cannot control who will enter on that basis. And that threat, that anxiety, is present, and it manifests in law and policy. Now, in order to just elaborate a little bit
on the nature of those anxieties, I'm going to pose 3 questions that I pursue in my article or my chapter. One is, what is the state regulating when it regulates marriage migration? And indeed, this was a question posed by one of the authors. And I want to say that the fact of migration control, the fact that the state assumes the power to decide whether you will in fact be able to live with your spouse, for example, communicates that the individual's intimate relation with a foreigner is subordinate to the state's sovereign power over non-citizens. With each decision to accept or reject, states project and enact the supremacy of state over family, of love of nation over love of foreigner. These claims of the state to sometimes police authenticity play into this. So sometimes it's said, well, the state still loves the family. It just needs to ensure that this family is genuine. This relationship is authentic. And that is measured according to a script of authenticity that is very particular, has very specific requirements of temporality and of substance. And I think we're somewhat familiar with this. But more importantly, for my purposes, the current regulation of marriage migration goes well beyond testing claims of kinship for authenticity. They are also testing intimate relationships or the partners for fitness as economic immigrants. In other words, projecting onto them requirements to be economic immigrants where the relationship is no longer enough. And they do this through imposing things like minimum income requirements or imposing things called pre-integration tests. These are all designed not to measure whether the relationship is genuine, but whether the foreign spouse is worthy of entering on the basis of criteria that don't have to do with the relationship and tend to be economic or cultural in their content. So it suggests a drift away from kinship as a basis of admission organized around certain relationships and toward admissibility that is organized around whatever is a tolerable deviation from the standards for admitting economic immigrants, right? And in this model, the ideal future citizen is not the person that a citizen chooses for love, companionship, procreation, or whatever other reason they have. It's the person the state would choose for itself. And that usually is a racialized, class-based, ableist definition of who deserves admission to the state. So that leads me into who is regulated by this. Well, who is regulated by marriage migration policies? Well, obviously it governs non-citizens, but it doesn't mean that marriage migration policy necessarily or only advantages citizens versus non-citizens, right? And in particular, the spouse who sponsors. We know quite a lot about how marriage migration policies can empower spouses in circumstances that might lead to exploitation or abuse of a sponsored spouse who wants to remain in the country and therefore is somewhat beholden to the spouse. But it can also disempower those who sponsor, right? It can do so by creating financial and other kinds of hurdles to marrying a foreigner that would never apply to marrying a co-national. And to the extent that then a person who chooses to marry someone who's not a citizen is subject to state surveillance and scrutiny and requirements that would not otherwise apply, that person's citizenship then is demoted, right? It is diminished. They are having allied themselves through a relationship with a foreigner. Citizen spouses enter a kind of liminal space where their legal status remains unaltered. They're still citizens, but they are confronted, frankly, with a harsher, meaner, and less accountable exercise of state power than what is normally reserved for citizens. And in this sense, the process of marriage migration reconstitutes who is regulated by marriage migration by treating citizens more like non-citizens and subjecting them to an immigration regime that can be quite harsh and strict. And therefore, it diminishes the content of the citizenship of those subject to it. Now, I'm going to, just for reasons of time, I'll skip over other questions and jump to my conclusion, which is intended to be something of a provocation, right? And my more provocative claim is that the core is to revert to something we've stopped talking about for about 120 odd years, which is eugenics, right? Remember eugenics, this belief that the state can be properly implicated in social engineering to produce better humans,
to restrict those who can procreate, those who can reproduce, those who can be admitted to the body politic in the service of creating a superior population. Now, of course, eugenics has been thoroughly discredited, right, as an entitlement of the state to use its authority and power to coercively prohibit the wrong kind of citizens from entering into intimate relationships and reproducing biologically, right? We think it's a terrible thing, right? The state doesn't get to choose who can or cannot enter the polity through the birth canal, give or take some American states at the moment and their more recent regulations of access to abortion. But the state's entitlement to use its power to choose who will or will not enter the state via the border remains potent and raw and unquestioned. And to the extent that that power is exercised over people in their intimate relationships, you see the state exercising its power to determine which kinds of relationships it is going to permit or not permit. And so the difference here, I'm suggesting, lies between regulating citizens and the difference between regulating citizens and non-citizens in family life then lies less in the state's preference regarding who is a fit and desirable member of the polity than in the perception of the legitimacy of using coercion to address those preferences inside the state versus at the border. And so the regulation of marriage migration not only tells us something about the state's definition of acceptable relationships and desirable citizens, it also tells us something about maybe what the state would do to citizens and to which citizens if it could dictate who among the citizenry could enter into intimate relationships and bear children. Now, this is a bit of a reductionist view of marriage migration to the extent that it centers on reproduction. But ultimately, all immigration is about intergenerational continuity. What I mean by that is it's all about choosing future parents. So when the state regulates marriage, family migration, with a view to restricting it to people deemed desirable by the state, just as when it prevents family reunification for certain racialized classes of migrant workers and refugees, which we see a lot of places, it limits the freedom of individuals to choose their intimate partners and to create families with them. It claims authority superior to its own citizens in the judgment of who is fit to people the nation. And when the state does that, when it assumes an authority superior to citizens about who is fit to people the nation, that's the project that I call immigration eugenics. So with that, I'll stop and thank you very much. Merci à tous. Merci beaucoup, Audrey. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Alors, je suis confronté à un dilemme parce que j'avais préparé beaucoup de commentaires positifs à propos de l'ouvrage, mais je vais devoir faire un effort de concision, même si je pense qu'on va peut-être un petit peu déborder sur leur butoir de 14 heures. J'ai eu le privilège de lire le livre dans son intégralité. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié cette lecture. Et à ma connaissance, il y avait très peu d'ouvrages collectifs qui étaient consacrés spécifiquement à la question du mariage transnational. Et sur ce point, l'ouvrage comble vraiment un manque important dans la littérature. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément spécialistes des études migratoires, je vais remettre les choses un peu en perspective. Quand on étudie les politiques d'immigration à travers le monde, on constate qu'il y a un aspect dichotomique qui est très marqué. D'un côté, on a une volonté des économies développées, donc l'Allemagne, le Canada, les États-Unis par exemple, d'attirer une main-d'œuvre qui est très qualifiée parce qu'elle est considérée comme utile, essentielle aux besoins du marché du travail. Et puis d'un autre côté, on constate une volonté de limiter la part de l'immigration qu'on appelle familiale, parce qu'on considère que le regroupement familial, ça amène la venue de personnes qui sont moins utiles pour l'économie. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas forcément vrai, puisque les démocraties libérales ont également un besoin structurel de main-d'œuvre peu qualifiée sur le marché du travail, dans l'économie de services, par exemple. Toujours est-il que cette logique dichotomique que je décris, on la retrouve dans de nombreuses démocraties occidentales. C'est ce qu'a souligné Laura, d'ailleurs, dans sa présentation, en mentionnant le cas de la France. On la retrouve aussi au Royaume-Uni. Suite à la sortie de l'Union européenne, la secrétaire d'État de l'Intérieur, Priti Patel, a mis en place un programme, et le programme d'immigration a pour but explicite de réduire l'immigration familiale et de favoriser l'immigration économique. C'est une logique qu'on retrouve également au sein de l'Union européenne,
Depuis 2009, les responsables de l'Union européenne ont mis en place une carte bleue. Carte bleue, c'est l'équivalent de la carte verte américaine. Ça se veut une inspiration de la carte verte américaine. Et le but de cette carte bleue, c'est d'attirer les travailleurs et les travailleuses qui sont les plus qualifiés et donc les plus jugés, les plus utiles à l'économie. Et comme vous le savez, le Canada n'est pas non plus étranger à cette dynamique parce que quand on analyse les débats parlementaires canadiens, sous le gouvernement Harper par exemple, il y a quelques années, on avait ce but également qui était très clair d'être le mieux placé pour la course mondiale pour les talents. Et ça impliquait d'attirer certains profils au détriment d'autres profils dont on rendait l'accès au territoire canadien plus difficile. Et justement, ce processus de réunification familiale est souvent ciblé dans les discours publics et il est souvent accusé d'être un mauvais type d'immigration et donc une immigration qui devrait être réduite. C'est le terme d'immigration subie dont on parlait tout à l'heure. Et la volonté des gouvernements consiste donc à diminuer cette immigration familiale au profit d'une immigration économique. Ça, on le retrouve également chez Donald Trump qui parlait de la chain migration. Il cherchait à limiter cette migration des personnes qui sont relatives, qui sont du même bassin familial. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde qui existe à cibler ces réunions familiales, ces réunifications familiales, à rendre celles-ci plus difficiles. Et c'est pour cette raison que le livre dirigé par Anne-Marie Daou, dont on discute aujourd'hui, arrive à point nommé pour explorer, analyser davantage ce phénomène. Donc, comme je disais, j'avais plusieurs commentaires. Je vais aller rapidement, je vais en sauter quelques-uns. En ce qui concerne la structure du livre, le livre analyse donc le regroupement familial sous différents angles, avec différentes méthodologies. On a du droit, on a de l'histoire, on a de la sociologie, de la science politique. On a différentes études de cas également. Les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, la Belgique, les Pays-Bas. Certains n'ont pas forcément été mentionnés tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également, en plus de ces études de cas, des témoignages qui viennent de personnes qui sont issues de pays sources, comme on peut dire, la Corée du Sud, le Vietnam ou les Philippines. Donc on a une grande diversité, mais en même temps, on a une grande cohérence autour du sujet traité. Et ça, c'est vraiment une force du livre, parce que parfois, les ouvrages collectifs, les ouvrages qui sont écrits à plusieurs, ont tendance à avoir des contributions qui sont assez éparpillées, assez dispersées, qui abordent finalement des sujets très différents. Donc certes, chacune de ces contributions est intéressante, prise individuellement, mais on a souvent un travail où les différentes contributions sont déconnectées les unes des autres. Ça donne une impression d'éclatement. Et là, dans l'ouvrage dont on discute aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il y a véritablement un effort, semble-t-il, qui a été fait en amont. Et les thématiques, même si elles sont très variées, à la fois dans l'espace et dans le temps d'ailleurs, eh bien, elles restent malgré tout centrées sur un fil conducteur précis. L'argument principal du livre, donc vous avez eu l'occasion d'en avoir un bon aperçu avec notre présentation. Je voulais parler de l'anecdote intéressante que j'ai découverte, qui est en introduction du livre, sur l'Union soviétique. Les femmes, le fait que l'Union soviétique empêchait de donner des visas, refusait de donner des visas aux femmes qui voulaient quitter le pays. Cette anecdote est intéressante parce qu'elle montre la politisation du mariage, que cette politisation du mariage et de la migration des conjoints, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et comme le dit d'ailleurs une des contributrices de l'ouvrage, Betty de Hart, elle affirme que, je cite, « la migration familiale a toujours été considérée comme une menace pour l'État ». Donc c'est une phrase qui, il me semble, résume bien un des fils conducteurs de l'ouvrage. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est l'État qui définit les normes qui sont considérées comme acceptables pour le mariage. C'est l'État qui définit qui sont des époux considérés comme légitimes. Et ceux qui s'écartent de cette norme sont perçus avec suspicion. C'est l'expression odd couple, donc couple étrange, qu'on retrouve dans le premier chapitre du livre, qui traduit bien le fait que c'est l'État qui définit un ensemble de normes sociales, de genre, de sexualité également, et ces normes servent de base pour établir une politique migratoire. Le livre montre comment les migrants sont placés à l'intérieur, à l'extérieur de la communauté nationale, en fonction de leurs pratiques culturelles, qui sont éventuellement, dans certains cas, considérés comme problématiques. Ça, c'est ce qui apparaît clairement dans le chapitre 2, par exemple, qui est consacré à la politique du regroupement familial. On voit le surgissement dans les débats parlementaires de la question des mœurs. Certaines mœurs sont jugées incompatibles avec une sorte d'éthos national. Et en retour, ça justifie pour l'État d'accorder ou non un droit à la migration familiale. Que ce soit au Danemark, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, on observe donc des dynamiques qui semblent similaires. C'est ce qui apparaît notamment au chapitre 4, qui est rédigé par Elena Ray.
On le voit également dans le chapitre 12, donc j'aurai d'autres exemples à donner ici, mais je vais passer assez rapidement. En termes de méthodologie, on est en présence d'approches qui sont très variées. On a à la fois une analyse des politiques publiques, une analyse des débats parlementaires. On a également, et c'est important, je trouve que c'est quelque chose qui est très important à mentionner, on a une analyse des témoignages, des narratifs des migrants eux-mêmes. Et ça permet de se tourner vers les personnes qui sont les premières concernées par la migration, mais qui sont parfois un peu oubliées dans la littérature sur l'immigration. Dans le chapitre 3, par exemple, on a un recueil des narratifs des femmes coréennes qui ont migré vers les États-Unis, notamment à partir des années 50. Dans le chapitre 5, on a le témoignage de ces 2 migrants vietnamiens au Canada. Et là encore, il faut saluer ça parce que beaucoup de travaux sur la migration n'accordent pas suffisamment de place aux témoignages des migrants eux-mêmes, qui sont souvent les mieux placés, j'allais dire mieux que les universitaires parfois, pour parler de leur expérience. Je vais passer sur certains commentaires. Je voudrais dire également qu'à plusieurs reprises, j'ai trouvé que le livre proposait des analyses qui remettaient en cause les idées toutes faites qu'on pouvait avoir sur certains phénomènes. Je pense par exemple au chapitre 5, qui aborde la question des mariages de complaisance, comme on dit, comme on a coutume de les appeler, qui sont des mariages destinés à ce qu'une personne obtienne les papiers d'un pays. Et on constate à la lecture de ce chapitre que cette pratique de mariage de complaisance, comme on l'appelle, recoupe en fait une réalité qui est très complexe. Et le témoignage de Tan et de Danny, qui sont les 2 immigrants vietnamiens dont on parlait tout à l'heure, permet de montrer qu'il existe souvent des liens affectifs profonds, des interactions complexes entre les partenaires qui se marient. Et donc ce terme de mariage de complaisance ne rend pas véritablement justice à la réalité de la situation. Même chose avec le chapitre 7, j'ai trouvé que c'était très déroutant, très contre-intuitif, il est très intéressant. Consacré à la Belgique, il montre qu'il est consacré dans la lutte contre la fraude au mariage en Belgique. Et on voit que l'État belge qui mène la fraude contre le mariage, au nom du regroupement familial qui serait dans certains cas frauduleux, eh bien, cette lutte est en fait très biaisée et le processus de lutte contre cette fraude au mariage qui est mené par l'État n'est pas du tout transparente et biaisée selon l'auteur. Donc, je vous laisserai découvrir le chapitre pour ceux qui veulent se procurer l'ouvrage. En tout cas, j'ai trouvé qu'en plus d'avoir des approches qui étaient souvent originales, qui se complétaient les unes les autres, on avait souvent des résultats de recherche qui allaient à l'encontre qui donnaient un aperçu différent de ce qui est en général communément admis sur certains des phénomènes étudiés. Alors, je suis amené à ouvrir la période des questions. J'ai préparé 2 petites questions pour lancer le mouvement. Je vais poser mes questions en français et je vais donner une version en anglais dans le chat pour nos amis anglophones. J'ai une première question sur… après, vous pourrez répondre dans l'ordre ou dans le désordre en fonction des autres contributions. Votre livre est centré sur les politiques des réunions familiales dans les démocraties libérales. On parle du Danemark, des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique. Et il est assez clair qu'il y a un phénomène de contrôle étatique qui s'observe. Et qu'est-ce qu'on peut dire des autres pays qui ne sont pas des démocraties libérales occidentales? Je pense à d'autres pays d'immigration, mais qui ne sont pas occidentaux. On peut penser au Qatar, par exemple. Est-ce qu'il y a un processus similaire qui s'observe ailleurs? Et puis une autre question, donc si tu as le temps, Anne-Marie, je veux bien que tu y répondes. C'est sur Michel Foucault. Je sais que j'étais surpris dans le livre de ne pas voir davantage de références à Michel Foucault. Donc, je sais que toi, tu as une référence dans ton chapitre. Je voudrais t'entendre davantage sur la manière dont les travaux de Foucault, finalement, peuvent fournir un cadre théorique pertinent pour analyser le phénomène que tu étudies dans ce livre. Voilà mes 2 petites questions pour démarrer. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français. On vous laissera la parole. Donc, il faut se manifester avec le petit pouce. Est-ce que tu veux que je commence à répondre en attendant, Paul, ou comment tu voulais qu'on fonctionne? Excellent, oui. Je veux bien Oui. commencer à répondre. Ou alors, on peut prendre… Non, je propose plutôt qu'on prenne les questions, comme ça on laisse. Et puis après, vous pouvez répondre en fonction du temps qui reste et de votre inspiration. Vous pouvez répondre dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, on a une première question de Nathalie. Une première question de David Grondin, pardon, et ensuite de Nathalie. David Grondin, Monsieur Grondin, je vais vous laisser la parole. Merci. My question, okay, I have 2 questions for Audrey. The first is, I'd like to hear a little bit more about the immigration eugenics. I thought it was interesting, especially as it relates to the way that Canada conducts its immigration policies.
So especially as it relates to refugees, I would say. And the other one was more just thinking about the actual case of what's happening in Ukraine. When we look at the fact that a lot of Canadians are of Ukrainian origins, how does family and nation play out, or how does Canada reconcile its duty to help, especially, well, I would say Ukrainian people, but especially also spouses of Canadians in Ukraine, or spouses to be? So if you could just take that on, if you want. Thank you. Go ahead, Audrey. Okay, so thank you. Thanks for the questions. On the first one, on the immigration eugenics, you know, I am trying to be a little bit provocative on this. And I think one of the challenges around the admission of refugees is precisely that the normative foundation for the admission of refugees simply does not comport with that model. Nor does the admission of family members, right? So that's the whole point. And that as Canada developed this human capital model that seems to have been emulated by many countries around the world, it was picking up, I think, on how settler societies have self-consciously pursued a policy of constructing the nation, in quotes, in a way that countries that are not settler societies did not. They understood, rightly or wrongly, their nation to be constituted kind of pre-politically. But as a country that self-consciously says, we've got to build a nation. We've got to do it to, frankly, dispossess and, you know, supplant Indigenous peoples. We've got to do it to protect us from incursion by the United States, in Canada's case. That produces a kind of, we must do it, and it is an appropriate project for the state. And I don't think we have let go of that idea that it is an appropriate project for the state to engineer its population in a very self-conscious and deliberate way. And so that's really what I'm trying to get at. That idea has gone nowhere. That idea is still present in the very claim that a state has the absolute sovereignty to exclude or expel as it sees fit. The example of Ukrainians is really interesting in two ways. One is that it was Ukrainians who 100 years ago were the object of kind of racialized exclusion. They were considered to be inferior until an immigration minister described, a stout peasant with, or what is it, a Ukrainian peasant with a stout wife and 5 kids. That's who we want. That was because the family was the economic unit. The farm was the economic, right? So they readjusted who was desirable ethnically, racially on that basis. But what that also creates, as you are pointing out, I think, is also ideas of kinship based on diasporic communities. That the model, again, the metaphor goes beyond literal family and goes into this ethnic diasporic connection. And what is significant about that is that it starts to exercise political power, right? And that's part of what I think we're seeing here. How is it that Afghans who are also present as a diasporic community, they don't have that kind of leverage at all, right? And I could go on, and all of that is clearly racialized. And I feel like I can just say that and hope that people get that. I don't prepare to argue it if need be, but I'll just put it out there. Thank you. Thank you, Audrey. Il y a également une question de Nathalie Claudia. Si vous pouvez remettre votre micro, s'il vous plaît. Oui, donc bonjour à tous. J'avais une petite question en fait. Donc moi, je suis de Belgique et je n'ai pas fait des hautes études comme vous, donc je ne comprends pas très bien ce qui se passe en Belgique parce que moi, j'aime quelqu'un qui est à l'étranger, donc au Maroc, et moi, je suis de Belgique, donc. Et donc, j'ai pris mes renseignements vers le mois d'octobre et on m'avait dit que j'avais droit à avoir un document, le non-empêchement au mariage. Et donc maintenant, quand je le demande, parce que je suis prête à me marier, on me dit que je n'ai plus droit à ce document-là. Et donc, je ne comprends pas très bien. J'ai juste compris qu'à partir depuis le mois de février, on n'a plus certains droits, qu'on est surveillé, si j'ai bien compris. Enfin, je ne sais pas trop. Et donc, j'aimerais bien avoir quelques renseignements par rapport, est-ce qu'on est vraiment surveillé? Est-ce qu'on a une liberté d'aimer une personne qui est loin? Enfin, voilà, j'aimerais avoir quelques infos pour savoir comment l'État se place, quelles sont les lois qu'il y a autour de moi, et quels sont mes droits à moi dans tout ça, quoi. Donc, voilà.
Alors, la personne qui a écrit le chapitre, je vous recommande le chapitre de livre sur la Belgique. Il y a un chapitre qui est du livre qui est consacré à la Belgique, justement, avec la Oui. politique de l'État belge. La personne, malheureusement, qui a écrit ce chapitre n'est pas avec nous, mais je vais laisser Anne-Marie ou Laura peut-être répondre, donner des éléments de réponse un peu larges pour donner un contexte au-delà du cas belge sur les difficultés que rencontrent les personnes qui veulent se marier, peut-être. Merci. Bonjour et déjà merci pour cette Bonjour. intervention qui nous ramène à la réalité en fait Oui. des couples et des cas. Donc voilà, merci en fait. Et je pense que notamment pour votre cas spécifique, vous devrez consulter une association ou des avocats ou essayer de relire exactement le document que vous avez reçu qui vous dit en fait que vous n'avez pas droit à ce document de non-empêchement au mariage. Mais je pense qu'en fait, votre cas est juste similaire à celle des plusieurs couples qui se trouvent donc confrontés à des situations assez aléatoires dans lesquelles les documents administratifs sont demandés, des preuves nouvelles sont demandées pour la délivrance de certains documents. Donc, en fait, voilà, les documents dont vous parlez, c'est indispensable pour poursuivre la procédure. Mais je pense que voilà, il faudrait mieux contextualiser votre situation, mais en fait, c'est que notre livre et notamment les cas plus récents, les cas d'études plus récents sur la France aussi, qui a des pratiques assez similaires à la Belgique, sur la Belgique, montre c'est effectivement toute une série de procédures face auxquelles les couples sont un peu dépourvus des moyens pour agir et pour agir librement. Et donc, du coup, voilà, comme je racontais un peu, comme j'ai essayé de raconter dans ma présentation, souvent on doit s'appuyer sur d'autres acteurs. Mais concernant vos cas, je pense que vous devez trouver du support spécifique pour voir mieux ce qui est nécessaire, ce qui est le cas. Ouais. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup pour votre réponse en tout cas. Et voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. De rien, Merci. bienvenue. Quelqu'un a partagé son écran? Je ne sais pas si c'est voulu. C'est Anne-Marie, je pense. Oui, en fait, oui, désolé. Oui, c'est ça, je vais partager mon écran, en fait, juste pour montrer dans le chapitre sur la Belgique, justement, où Mika avait mis vraiment de manière illustrative, en fait, tout ce qui entoure les investigations entourant les couples, en fait. Donc, on voit que c'est propre à la Belgique, hein, chaque pays a ses mécanismes. Mais dans le cas précis de la Belgique, on voit en premier lieu, il faut appliquer pour un permis de mariage, un questionnaire à être complété. Il y a des entretiens qui sont obligatoires avec un bureaucrate et enfin, il y a des entretiens avec les équipes policières qui est obligatoire aussi. Et avant qu'il y ait une lettre, en fait, une décision finale concernant le mariage. Donc, on voit en fait que dans le cas de la Belgique, ça semble être quand même assez beaucoup d'étapes, très, très bureaucratisées. Je pense que Laura a raison pour votre cas particulier. Évidemment, ça prend l'aide des associations d'aide aux personnes migrantes, je pense, qui peuvent être utiles. Mais à tout le moins, et c'est un des enjeux qu'on soulève dans le livre aussi, c'est que c'est très difficile d'avoir des raisons exactes. Qu'est-ce qui pose problème avec ces mariages-là? Et entre autres, pour les mariages qui impliquent une personne qui est déjà citoyenne ou résidente permanente, je pense qu'Audrey l'a bien mentionné, tout d'un coup, on réalise l'espèce de zone grise de notre citoyenneté dès qu'on s'enligne avec, en dehors du schéma privilégié par l'État dans les types de relations intimes qu'on peut avoir. Tout à fait. D'ailleurs, je rebondirais en disant que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le livre, à chaque fois, dans plusieurs chapitres, qu'on a une situation administrative qui semble claire et bien définie, et puis un ensemble de situations personnelles qui ne rentrent pas dans les cases. Et ça peut parfois donner lieu à des situations de vie qui sont dans l'impasse, en raison justement du hiatus qui existe entre l'administration et la vie personnelle parfois complexe de ces personnes. Oui.
Oui, s'il n'y avait pas d'autres questions, je peux rebondir sur tes deux questions, Paul. Volontiers, parce qu'elles sont excellentes. Rapidement. Je ne vais pas éterniser ça non plus pour les gens qui sont dans l'auditoire. Pour la première, qu'est-ce qui arrive dans les pays qui sont peut-être dans le sud global? C'est sûr, j'ai mentionné le projet débuté en 2013, donc même à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de dialogue transatlantique. Il y avait beaucoup de littérature en Europe sur la régulation, sur les mariages transnationaux, quelques trucs ici, mais pas tant que ça. Et donc, au début, c'était pensé vraiment comme un espace de dialogue transatlantique. Donc, c'est pour ça qu'on avait vraiment beaucoup de cas européens, canadiens et nord-américains. Est-ce que ça touche les États du Sud global? Oui. Les exemples rapides qui me viennent en tête, surtout en lien avec la sécurité, la Chine qui fait beaucoup de contrôles sur les mariages impliquant des gens à Taïwan. Donc, qui se marie, comment c'est des mariages légitimes ou pas qui peuvent compromettre la sécurité nationale. Ça a déjà été traité. Dans d'autres pays, comme par exemple, on le voit aussi à Singapour ou aux Émirats arabes unis. Donc, on veut favoriser une migration de travail. Mais dans les contrats de travail, on spécifie, par exemple, pour les femmes qu'elles n'ont pas le droit de se marier, qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Et si elles tombent enceintes, par exemple, ça peut rendre le contrat nul, par exemple. Et donc, on voit que aussi qu'on contrôlait, même jusqu'à contrôler l'intimité, ça va aussi au nombre de congés. On essaie aussi que les gens habitent chez leur employeur. Si on habite chez l'employeur, c'est plus difficile d'avoir une vie normale, donc de rencontrer aussi des citoyens, donc de développer des liens et de faire en sorte peut-être qu'on voudrait demander certains types de visas. Donc oui, ça se pose aussi avec d'autres particularités, mais je pense que ça revient à l'enjeu que tu as soulevé dans le chapitre de Betty, en fait, c'est que le mariage, en tout cas, pose problème. La famille, en tout cas, est vue, comme dit Audrey, comme un compétiteur potentiel à la loyauté envers la nation. Je comprends, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main ou poser les questions dans le chat, selon votre convenance. Si vous voulez entendre parler de Foucault, je vais te répondre sur Foucault. Oui, je veux bien entendre. En fait, je m'attendais à voir Foucault à toutes les 2 pages, avec un sujet comme ça. Et finalement, Non. les théoriques sont assez variées. Je ne sais pas si tu es heureux ou déçu, par contre. Non, je m'attendais, donc j'étais surpris. Non, j'ai gardé gouvernementalité. Mais en fait, c'est l'enjeu d'interdisciplinarité, multidisciplinarité, je pense, qui se posait. Je pense que tout le monde n'était pas nécessairement confortable avec le langage de Foucault ou aussi les préoccupations de Foucault lui-même. Donc, c'est un peu une sorte d'inspiration. Donc, je pense qu'on s'est plus inspiré des ce qu'on appelle les Governmentality Studies. Donc, les travaux plus actualisés avec des concepts clés comme justement les appareils de sécurité, qu'est-ce que ça implique, la circulation ordonnée et ces choses-là. Donc, plus des notions, je pense qui peuvent parler à autant à quelqu'un qui est en études des genres et des femmes que de droit, de sociologie, sans nécessairement s'encombrer de tout peut-être la lourdeur parfois du vocabulaire foucaldien. Donc, je pense que les foucaldiens vont faire chouette, ça fait écho, et ceux qui n'aiment pas ça, peut-être ça va passer inaperçu. Non, je pense qu'il y a quand même une variété d'approches qui peut attirer une audience assez variée. Ça, je pense que c'est une qualité du livre. Nous avons un petit peu débordé sur l'horaire, mais parce que la conversation était intéressante. Et le sujet se prête à beaucoup de discussions et est vraiment lié à l'actualité. Je vais donc laisser peut-être le mot de la fin à Anne-Marie. En ce qui me concerne, ça a été un plaisir d'animer cet événement. Et puis, évidemment, j'avais beaucoup d'autres choses à dire dans mes commentaires, mais bon, je te les dirai en privé dans les couloirs de l'UQAM. Ouais, mais j'ai trouvé que cette lecture était très agréable. Et puis, ça fournissait une variété d'approches différentes qui nous renseignent sur un sujet, finalement, sur lequel il y avait peu d'ouvrages sur la question. Corrige-moi si je me trompe, mais je n'avais pas, faisant une petite revue littérature, je n'ai pas vu d'ouvrage spécifiquement consacré à cette question en tant que telle. Merci. Écoute, je vais terminer quand même rapidement. Je voudrais te remercier d'abord d'avoir pris le temps de lire l'ouvrage, d'animer la séance. Merci infiniment aussi à Laura et à Audrey d'avoir voulu participer à ce petit lancement intime à l'UQAM virtuel, mais au moins en français. Donc, pour rejoindre un auditoire francophone, je pense que c'est quand même important. Je remercie aussi Camille qui a pris le temps de préparer tout ça au CRIDAC. Merci spécial aussi à Victor qui m'a accompagné pour
pour tout ce qui était la préparation des workshops, le suivi avec toutes les collaboratrices et même pour les derniers 1000 pour la publication du livre. Donc, c'est un ami, un collègue, donc je pense qu'il a joué un gros rôle dans ce projet. Et aussi, merci évidemment à mon conjoint et à ma famille, que j'ai pu leur faire assister à une conférence universitaire aujourd'hui. Donc, mon père, ma mère, ma soeur qui sont là aujourd'hui, même ma belle-mère qui était là présente. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés et d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé, de vous être connectés. Et puis, voilà. À la prochaine. Un peu de retard, mais c'était fort agréable. On se reparle bientôt. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir, merci.